Et dans l'Atlantide, tu as aussi Frédéric Soddy, prix Nobel de chimie en 1921, qui défend l'Atlantide en disant que l'Atlantide aurait abrité effectivement une civilisation disparue possédant une technologie bien plus avancée que la nôtre. Bon, mais il y a plusieurs. Là, je cite des cas comme ça. Mais... Alors, justement, ces fameux géants, parce que moi, ce que je sais des géants, parce qu'il y a pas mal, c'est vrai, quand même d'infos qu'on circule là-dessus, c'est de voir qu'on retrouve ce mythe partout sur la planète. Ça, c'est assez impressionnant parce qu'on sait qu'en Amérique du Sud, on nous parle de géants. Magellan lui-même, semble-t-il, quand il a fait le tour, tout à fait. Voilà, en passant par l'Argentine, oui. La Patagonie, c'est Patagone, le fameux géant. Comment dire, qu'il a nommé, on a nommé cette terre. Pourquoi? Parce qu'il paraît qu'ils ont vu des géants sur la berge. Hein, c'est pour ça qu'on a appelé ça la Patagonie. Il y a le fameux temple d'Angkor bâti par des géants, selon les dires locaux qui disent mais qui a bâti ce temple? Ce sont des géants. Où tu retrouves un dinosaure. Hein. Et ça c'est très fort. Parce qu'au temple d'Angkor, il y a un dinosaure qu'on appelle le stégosaure. Et les scientifiques ont découvert, à l'heure actuelle, que le stégosaure pouvait se déplacer sur la pointe de ses pattes. Et il le représente déjà au temple d'Angkor, sur la pointe de ses pattes. C'est-à-dire que ce qu'ont découvert les scientifiques à l'heure actuelle, on le connaissait déjà à la construction du temple d'Angkor. Et les scientifiques avant se raillaient plus ou moins donc, de ce dessin en disant mais voilà il le représente comme ça mais c'est tout à fait impossible et c'est tout à fait précis et je pense même de mémoire que ce stégosaure c'est une variété spéciale de stégosaure qui n'a pas de pointe sur la queue et là aussi c'est une chose qu'on a découverte tout à fait récemment. Il y a par exemple dans la Bible, là je fais une petite digression avec la Bible, c'est le docteur Dominique Tassot qui parle de cela. Qui a fait l'école des mines, un doctorat de philosophie aussi, donc c'est quand même pas le premier venu. Dans la Bible, il est écrit que le lièvre est un ruminant. Oui. Et les scientifiques disaient, mais regardez, la Bible raconte n'importe quoi. Qui peut croire que le lièvre non. Et on a découvert dans les années 1950 que c'est tout à fait exact, ce que la Bible écrivait déjà il y a 2000 ans. C'est-à-dire que le lièvre a un système digestif avec, je ne peux pas expliquer comment, hein, en tout cas... Un peu comme un ruminant avec double système et deux estomacs, etc. Hein. Sauf que là, il produit déjà des déjections qui ne sont pas définitives, qui remange. D'accord. Et ça, c'était écrit dans la Bible, et on l'a découvert dans les années 50. Et il y a plusieurs cas comme ça, avec la Bible, où on se rend compte que... un sujet était évoqué, on ne comprenait pas. Et la science actuelle, si tu veux, est obligée donc de... si tu veux, on est tout dans une logique darwiniste. Donc pour pouvoir donner raison à Darwin, il faut inventer des choses, en refuser d'autres. C'est comme on a trouvé, je crois que c'est aux États-Unis, je ne sais plus le nom exact, parce qu'il y a la rivière de Talieco, quelque chose comme ça, où on retrouve un moulinet de pêche, donc de canne à pêche, dans une roche qui aurait eu 300 000 ans. Le problème, c'est que le moulinet de pêche a été inventé dans les années 1890. Quoi. Oui. Et quand on a montré ça à je ne sais quelle université, ils ont dit « Ah mais non, ce n'est absolument pas possible, ça sort des dogmes, etc. etc. » C'est comme ce qui s'est passé à Glen Rose, quand on montre des traces de pas de géants avec des traces de dinosaures. Il y a des archéologues qui ont véritablement fondu les plombs et qui ont voulu casser ce qu'ils ont vu. Mais c'est ce qui se passe aussi avec ce fameux, je parle de Kent Hovind qui est en prison. Quand tu commences à faire trop de bruit dans le domaine de la science, à être un révisionniste de la science, à être un Robert Faurisson de la science, et bien voilà, il y a des choses qui ne passent pas, parce qu'il faut que cette science soit darwiniste, il faut qu'elle soit évolutionniste, même s'il n'y a aucune preuve. Parce qu'il y a eu, j'ai entendu aussi, c'est un exemple d'une balle qui a été retrouvée dans le corps d'un mammouth qui a été pris en Sibérie et puis on a retrouvé une balle à l'intérieur. Voilà, on a retrouvé une balle à l'intérieur. Alors pareil, on a dit oui, c'est impossible, c'est machin, mais bon. Oui, mais ça va dans le cadre des études de Marie Schweitzer qui retrouve de la viande, des tissus veineux autour des os de dinosaures. Et ça signifie qu'ils sont morts il n'y a pas longtemps, c'est ça? Ça veut dire ça, oui, comme ce chalutier. Mais je sais pas, il y a des cas, il y en a tout un paquet.
moi, le monstre du Loch Ness quelque part, un peu, bon, je sais pas, une espèce mais si la de Terre légende. justement a 6 000 ans, il peut y avoir des monstres du Loch Ness. Parce que le monstre du Loch Ness, ce récit, moi j'étais au Loch Ness 2 fois, hein, on me disait si tu veux le voir, il faut prendre 2 bouteilles de whisky. Mais mis à part cela, tu retrouves la même histoire du monstre Loch Ness au lac Titicaca, Oui. au lac Champlain, qui est entre les États-Unis et le Canada, Ouais. à plusieurs endroits dans le monde. Et on nous sert comme ça des histoires de dinosaures. Et, c'est un certain Bill Cooper aussi qui parle au XVIe Cooper, siècle de dinosaures, d'oiseaux préhistoriques qui abîment le toit des maisons au XVIe siècle au Pays de Galles. Et lui est un diplômé d'histoire. Mais des cas, il y en a plein. C'est les fameux dracars des Vikings Ouais. qui représentent des Espèce de dragons. dragon, ouais. On est tout à fait dans cette logique. Oui, d'ailleurs, même le dragon lui-même, on le retrouve partout aussi. Un animal qui n'a pas existé en théorie, et on n'a jamais retrouvé de C'est dragon. le fameux dinosaure. Sauf peut-être, voilà, un symbolique de dinosaure, mais mais c'est une légende du dragon, on la retrouve de la Scandinavie à la Chine, quoi. Partout. Donc, il n'y a pas d'explication. Et alors, ces fameux géants, parce que c'est vrai, on les retrouve, on va dire, sur toute la planète. On retrouve des traces un peu partout, en Orient, en Chine, en Europe, en Afrique, en Amérique du Sud, en Amérique tout court, puisqu'il y a même des grands monticules aussi chez les Indiens, les Anasazi, comment on les appelle, ces fameux Indiens qui ont vécu 300 ans, puis ils ont disparu comme ça, ils sont arrivés dans le désert, les Anasazi. Ah, je sais pas. Voilà, ils sont arrivés dans le Nevada, puis c'est des géants selon les... Oui. Selon les en tout cas, il y a des histoires de locaux, géants. quoi, voilà. C'est les Indiens Sitka qui chassent, je crois que c'est je me souviens pas bien du terme exact, en tout cas, de cette tribu qui chasse des géants. Et on a retrouvé je sais pas, c'était pour quelle, enfin bon, en tout cas, il y a des personnes qui ont creusé à tel endroit parce que la légende racontait que ces Indiens étaient un peu embêtés avec les géants parce que les géants mangeaient les hommes. Étaient très méchants. Ouais, donc ça les gênait un peu. C'est vrai que c'est dérangeant d'avoir des voisins comme ça. Et donc ils leur ont entendu un piège, la légende raconte, ils leur ont entendu un piège, les Indiens ont entendu un piège assez géant dans une grotte qu'ils ont ensuite enfumé. Voilà. On a retrouvé dans les années 1900, à l'entrée de cette grotte, des flèches, etc., qui étaient devant la grotte. Mais quand je parle des géants, je prends le cas de... Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce livre. Il y a les galeries souterraines, etc., du père Crespi, enfin, c'est immense. C'est quoi ces galeries? Parce que le père Crespi, c'est un missionnaire italien qui vit en Équateur. Oui, d'accord. Oui. Et le problème, c'est que c'est pas n'importe qui, parce qu'à sa mort, il a fait l'objet d'un procès en béatification et canonisation par le Vatican. Et il sort de souterrains, d'immenses galeries, qui sont secrètes. Il dit que ce sont les Indiens qui lui ont montré ces galeries-là. Il sort des plaques en or avec des Indiens scrutant le ciel, opérant le cerveau, pratiquant des césariennes, etc. C'est quand même un peu gênant pour quelqu'un qui est quand même, on va dire, reconnu par ses pairs. Et il entrepose ça dans son église. Manque de chance, effectivement, il y a un incendie qui ravage la plupart de ces objets. Et puis il y a eu plusieurs vols qui ont fini de disséminer ce qui avait pu être sauvé des incendies, ou du moins ou de l'incendie. On en reste là, jusqu'à ce qu'un certain Moritz, donc ça c'est dans les années 60, un certain Moritz, en 69, si je ne m'abuse, au début des années 70 en tout cas, s'intéresse à cette histoire de galeries souterraines qui viendraient des Incas en Équateur. Et c'est d'autant plus important qu'il reçoit le soutien du président équatorien. Et la grande presse équatorienne, comme El Comercio en parle,
Et il part dans ces fameuses galeries, inspecter, etc. Faire des recherches d'archéologie. Il n'a plus effectivement, donc il se rend compte qu'il ne reçoit plus de nourriture avec son équipe. Donc c'est quand même un peu moyen parce que les habitants qui sont tout autour, on y retrouve les giveros, les réducteurs de tête. Ils sont rigolants. Enfin en tout cas lui revient à la civilisation et toutes les portes qui s'étaient ouvertes au début sont fermées. Ah, il ne retrouve plus de soutien. Et en 1976, parce que tout ça, tu vois, nous on nous dit, voilà, ce sont encore des fumisteries, etc. Mais en 1976, et ça c'est très intéressant, l'armée américaine part là-bas, avec l'armée équatorienne. Elle est dirigée par un certain Stan Hall, qui est un ingénieur écossais, qui est on va dire, un chercheur de l'Atlantide. En tout cas, c'est mission secrète. C'est la mission de spéléologie qui dure le plus longtemps, ça dure plus d'1 an, avec l'armée américaine et l'armée équatorienne. C'est-à-dire des moyens déjà, des gros moyens. Et on y croit. Ouais. Et on y retrouve qui dans cette équipe? Une autre personne qui appartient à la fine fleur, c'est-à-dire Armstrong. Le gars qui a appartenu à la fameuse mission Apollo 11, la soi-disant mission Apollo 11 sur la Lune. Et quand ils reviennent effectivement à la surface, ils disent, on n'a rien trouvé. Pas de plaque en or, pas de trésor, etc. Seulement quelques plantes qu'on ne connaissait pas. Et si tu veux, ça a été la mission de spéléologie qui a été la plus chère et qui a duré quasiment qui était une des plus longues. Et là, je me suis dit, parce qu'il faut quand même prêter l'oreille, avoir l'œil affûté, c'est que si ce Armstrong fait partie de cette équipe, c'est qu'il appartient certainement à quelque chose d'autre. Et j'ai cherché, et j'ai trouvé quelque chose qui m'a vraiment intéressé. Et c'est un auteur allemand qui s'appelle Frank Hills, H-I-2-L-S, qui le mentionne sur la hiérarchie satanique de ce monde. Il dit Armstrong a appartenu au Bohemian Club. Il l'affirme, il écrit noir sur blanc. Pas par rapport effectivement à ces investigations-là. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que si un type du calibre, on va dire, de Armstrong, soit envoyé en mission dans une mission de spéléologie qui est quasiment la plus longue, qui coûte très cher, etc., étant envoyé, c'est qu'il y a très certainement quelque chose qui est intéressant et que ce type-là appartient au milieu. On va pas. Et c'est très intéressant de retrouver ce Armstrong qui a appartenu du moins au Bohemian Club. De voir. Et ce qui est intéressant, c'est que toi, on va te dire, voilà, toutes ces histoires d'Inca, de galeries, de civilisations avancées, ce sont des fadaises, puisqu'il n'y en a rien trouvé, etc. Voilà. Mais moi, je constate que les États-Unis se sont intéressés de près à cela. Certainement les Rockefeller derrière. Et on retrouve aussi sur le site de la Grande Loge nationale de France un livre sur l'archéologie, ce que j'appelle l'archéologie interdite, sur les révélations de l'archéologie cachée. C'est-à-dire que nous, on nous explique les réponses sont dans Darwin, mais les autres, dans une certaine société, ou au niveau de la société, on n'étudie pas Darwin, je dirais, mais il y a une toute autre interprétation de l'histoire de l'humanité qui est donnée, qui est respectée. D'accord. Bah c'est assez énorme quand même, quoi, parce que, alors, au niveau des géants, moi, j'ai une question aussi, c'est les fameux Anunnaki. Ceux dont Zecharia Sitchin nous parle aussi, de géants, etc. Alors, c'est quoi? C'est un mythe? C'est faux? Alors, Zecharia Sitchin, je l'écris sur mon livre sur les extraterrestres. Ouais. Je l'explique que les extraterrestres n'existent pas. Ah ben, on va en parler de toute façon après, mais Zecharia Sitchin... Mais parce que justement, c'est dans ce livre. Ouais. C'est pareil, il y a beaucoup de gens quand ils disent la civilisation de Sumer, etc., bien souvent c'est de la daube. Ils nous racontent voilà ce qu'on a lu sur des tablettes.
C'est un peu le principe des longues périodicités, de ces coins abscons de l'univers qu'on ne peut pas sonder, on nous balade, etc. Et qui peut dire effectivement, bon, on ne peut pas les chercher, on ne peut pas démentir. Et là c'est pareil. Je traite dans mon livre des extraterrestres, auxquels je ne crois pas, et je dis que les extraterrestres, comme par hasard, on leur donne souvent des noms de démons. Je dis que Zecharia Sitchin est un menteur. Ah ouais. Et il n'a pas traduit les tablettes cunéiformes, là, tout ça? Je ne sais pas ce qu'il a fait. Mais il dit que les Anunnakis auraient croisé leurs gènes, ça viendrait de la planète Nibiru. Voilà, Nibiru, ils auraient croisé leurs gènes avec des hommes préhistoriques. Des hommes préhistoriques pour donner là. Déjà, il faut croire aux hommes préhistoriques. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on va chercher, ça c'était à la portée de tout le monde, on se rend compte que les Anunnakis sont les 7 gardiens de l'enfer dans la civilisation de Sumer. Et ça, il n'en parle pas du tout. Ouais. C'est très clair. Avec les extraterrestres, ce que veulent faire les kabbalistes, parce que le problème est là. Oui, parce que Zecharia Sitchin, c'est un professeur israélien, il me semble que c'est ça, qui vient de New York. Mais... C'est qu'ils veulent faire, avec des anciennes idées, des habits neufs. Et ils veulent remettre au devant de la scène, en fait, les croyances païennes. Le problème est là, et on invente tout et n'importe quoi. Ils reprennent les anciens dieux de l'Ancien Testament, comme Ashtaroth, Astarté, Semjaz, et les Anunnakis font partie aussi de ces dieux de l'Antiquité. C'est une manière avec les extraterrestres de les réhabiliter. Mais pourquoi il parle? Parce qu'il parle aussi de géants, il parle donc il fait le lien avec les fameux géants. C'est possible, là je ne le sais pas sur ce... Enfin, moi ce que j'ai lu, en tout cas dans les écrits de Sitchin, c'est qu'il parle de géants, parce que pour lui les Anunnakis sont des géants. Ils sont représentés comme tels, d'ailleurs c'est... Oui, mais les Anunnakis, donc, voilà, on les retrouve, et ça il ne le mentionne pas. Mais il y a des choses bizarres comme chez les Sumériens, c'est que ils avaient des connaissances astronomiques extrêmement développées. On ne sait pas d'où vient ce savoir. Ben justement, c'est ce que je développe dans mon livre. Là, encore une fois, il faut lire, il faut comprendre la Bible. Après le déluge, il y a Noé, son arche, l'ouverture de l'arche, etc. Après le déluge, Noé, sa femme, ses 3 fils, ses 3 belles-filles. Et ce qui se passe, c'est que il y a aussi une lignée maudite après le déluge, comme avant le déluge. La lignée maudite, avec Caïn, qui tue son frère. Sauf que là, c'est différent. La lignée maudite, c'est celle de Cham. Il y a 3 frères, Cham, Sem et Japheth. Et Cham est maudit parce que Noé produit une vigne, donc il ne connaît pas les effets du vin, parce qu'il produit du vin, et il est saoul, il est à moitié nu, et son fils se moque de lui, donc il est maudit par son père. Et on pense, c'est pas Laurent Glosy spécialement, enfin moi je reprends ce que d'autres ont, que Cham reprend la magie, c'est pour ça l'intérêt de la hiérarchie satanique pour l'Égypte, pour Sumer. On pense que Cham est le fil conducteur des connaissances magiques d'avant le déluge, qui étaient bien plus fortes que celles... en tout cas, il a eu ces connaissances-là, et c'est tout l'intérêt de comprendre aussi les sites mégalithiques. C'est pour ça qu'on retrouve, c'est-à-dire des sites où tu retrouves des pierres qui font... voilà, qui d'ailleurs... En celte, Stonehenge, ça dit Kjörgård, et qui veut dire la danse des géants. Et on retrouve à Gigal Rephaim en Israël, la même construction que Stonehenge. Et là, c'est l'assyriologue Le Normand, dans les années 1880, sur une encyclopédie ou un dictionnaire d'assyriologie, qui parle de squelettes de géants, à côté donc de ce site qui ressemble à Stonehenge, à Kjörgård, donc en Israël. En tout cas, c'est marrant que ça s'appelle Kjörgård, la danse des géants, et qu'on retrouve des géants sur un site qui ressemble à Gigal Rephaim. En tout cas, on peut penser, oui, que
Donc Cham produit les faux dieux de l'Égypte, cette lignée, les faux dieux de la Grèce, etc. etc. C'est-à-dire Apollon, tout ça? C'est quoi les faux dieux? Oui, on parle notamment de Neptune. Il y a toute une lignée comme ça que je retrace. Que les Romains vont reprendre après avec Mars et machin. Et les pharaons, en fait, ne sont ni plus ni moins que des demi-dieux, en fait, qui s'attribuent par rapport à la magie. On pense que ce sont des dieux parce qu'ils ont un pouvoir magique, voire démoniaque, pour dire les choses comme elles sont. C'est ce qu'on retrouve avec le serpent et Moïse, le serpent de Moïse qui mange le serpent du pharaon. En fait, il y a toute une symbolique autour de ça pour montrer que le pouvoir de Dieu est supérieur à la magie. Mais ça veut surtout dire aussi qu'il y avait une magie à l'époque des pharaons, et les pharaons avaient un pouvoir par rapport à cette magie, certainement, qui était une magie antédiluvienne. Et tout le pouvoir occulte, justement, toute cette élite occulte à l'heure actuelle, c'est de retrouver cette magie-là. D'accord. Cette magie antédiluvienne, mais alors, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que les Anunnaki, il a repris une symbolique, alors ça n'a pas vraiment existé, mais... Moi je pense, on n'a pas retrouvé de traces d'extraterrestres, en tout cas dans l'univers, ni ailleurs. Mais alors ces géants, ils sont quoi? S'ils sont pas extraterrestres, ils sont bien terriens alors? Ils sont bien terriens. Les explications sont données effectivement dans mon c'est quoi alors? Il y a deux espèces d'hominidés qui ont cohabité, on va dire, des petits et des grands? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que les géants apparaissent avec Genèse 6.4, où on parle des fils de Dieu qui trouvent les filles des hommes fort belles, et effectivement, voilà. C'est ce qui me semble. Et quand on lit la Bible, donc il y a les ésotéristes, ils disent ah mais ce sont des anges, moitié anges, etc. En fait des anges déchus. Oui, comme les films. Voilà, suivez mon regard quand on parle d'anges déchus. Oui. Mais comme il dit saint Irénée au IVe siècle, un ange est asexuel, ne peut pas avoir d'enfant. Et on a la réponse avec saint Irénée ou avec les saints docteurs de l'Église catholique. Il s'agit très certainement que c'était interdit et que ça ne s'était pas produit auparavant. La lignée maudite donc, de Caïn la lignée maudite, donc les filles des hommes, a des enfants avec la lignée de Dieu, celle d'Abel. D'accord. Et ils ont des enfants. Si ça se produit à ce moment-là, c'est que ça ne s'est pas produit, c'est un peu de la palisse, mais ça ne s'est pas produit avant. Ce qu'il faut comprendre, très certainement dans le cheminement, c'est que les lois de la nature sont différentes. Et il est possible que les lois de l'environnement aient été aussi différentes parce que ça a permis la naissance de géants. Alors, j'avais entendu par rapport à ce que tu viens de dire, qu'effectivement, s'il y avait un peu moins de pression atmosphérique et de gravité, ça pouvait jouer sur la taille des... Il y a un docteur qui a étudié ça, il y a plusieurs scientifiques, mais enfin, le docteur Bogg, B-A-U-G-H, parle de cela. Il a reproduit aussi une atmosphère, qui aurait pu être celle de la préhistoire, beaucoup de choses comme cela, et avec une gravitation moindre. Et ce qui est intéressant, c'est pour ça quand on parle des âges des patriarches, on parle de Mathusalem 900 ans, de Noé aussi du même âge. Et puis on parle de géants aussi. Oui, tout à fait. Et même dans le Coran, il me semble, sans dire de bêtises, on parle de géants dans le Coran, puisqu'on dit à l'époque où tout était grand, etc. On parle de ça dans le Coran. Mais ce qui est intéressant avec les patriarches, l'âge des patriarches, tu dis, les 900 ans, c'est complètement impossible. Et il faut comprendre qu'on sort, l'humanité sort du paradis terrestre avec Adam et Ève, avec certainement des conditions qui étaient idéales. Et ce qui se produit, c'est que si la pesanteur est moindre, le flux sanguin est moindre aussi. Et donc les organismes s'épuisent moins. Il faut savoir aussi que l'environnement, au niveau de l'environnement du moins, la perte, l'épisode du déluge, où ça aurait été les 3/4 de la couche d'ozone qui aurait été, qui se serait, au niveau de la couche d'ozone, qui
qui se serait vidée. Il n'y a plus de protection au niveau de la Terre pour les changements saisonniers, etc. C'est-à-dire les changements saisonniers qui fatiguent énormément les organismes. D'ailleurs, on le voit bien, il y a encore un signe aussi, Genèse 9, avant et après le déluge. Avant le déluge, on parle des espèces qui sont végétariennes, où toutes les espèces mangent de l'herbe, sont végétariennes, donc c'est peut-être pour ça que l'arche de Noé a pu exister. Et après l'arche de Noé, il y a l'apparition d'espèces, effectivement, enfin ces mêmes espèces deviennent carnivores. Très certainement parce qu'il y a un besoin donc en protéines ou que sais-je, après le déluge, parce que il n'y a plus cette protection de ce qu'on appelle de l'anneau aqueux, donc un anneau d'eau qui aurait protégé effectivement la terre et qui aurait été certainement connu dans la tradition des Gaulois puisqu'ils avaient peur que le ciel leur tombe sur la tête. Ouais. Mais donc tout cela, si on est dans un environnement, on va dire, idéal pour la vie, un environnement une pesanteur moindre, un air peut-être meilleur, que sais-je, on pouvait vivre jusqu'à 900 ans, oui. En tout cas, on retrouve dans l'Église catholique, ils reprennent au début du siècle, même plusieurs scientifiques comme Crombet, qui est étudié en égyptologie à l'heure actuelle, ils reprennent le recensement de la population serbe en 1880-90. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est que cette recension dit, voilà, en Serbie, en 1880-90, et donc c'est repris par des prêtres de l'Église. Montre qu'à une certaine époque, dans l'Église, on savait réfléchir, on n'avait pas peur de ce qui allait à contre-courant. Il parle de gens, mais pas un ou deux, c'est-à-dire peut-être une cinquantaine de personnes qui ont 200 ans, une centaine qui a 150, etc., etc. Et tout ça, je l'ai sourcé dans mon livre. Et ce sont un scientifique comme Crombet, enfin il y en a d'autres, et des pères des gens de l'Église qui parlent de cela. Donc des gens qui auraient 150 ans. Non, je parle dans la population de Serbes, des gens qui avaient un âge de 150-200 ans. Et ça a été consigné par les prêtres. Par l'État serbe, et ça a été repris par des pères de l'Église, oui, tout à fait. Et c'est dans des écrits de prêtres. Hein. Et pas un, j'en recense deux qui ont repris ce recensement. D'accord. Surtout que c'est tout à fait intéressant parce qu'à l'heure actuelle, la science nous dit toujours, voilà, l'homme vit plus longtemps. Ouais. C'est-à-dire qu'on est dans un monde, là encore une fois, où si on remet, en fouillant un peu, quand on va dans les vieux textes, les textes qui écrivaient à l'époque, c'était effectivement des hommes d'église ou autres, hein, ou même d'autres scientifiques, ou ce qu'on appelait des historiens, par exemple, de la cour de roi ou autres, on se rend compte qu'il y a, quand il y a des missions donc, en Amérique, il y a des historiens qui écrivent à leur roi en disant voilà ils ont vu des géants ou même des prêtres missionnaires qui parlent de géants. Et pour cela, il faut prendre des textes qui ont 200-300 ans et on retrouve des choses qui dépassent la science-fiction. Mais c'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé avec ces géants? Ils ont été exterminés? C'est-à-dire que les lois... Alors, il y a toute une histoire parce que les géants disparaissent avec le déluge, parce que Noé apparaît Genèse 5.2. Et les géants, Genèse 6.4. Hein, et le déluge, Genèse 7. Après, il y a une... Il est naturel, ce déluge Oui, tout à fait. Dont on retrouve les traces, d'ailleurs. Hein. Oui, on retrouve... Alors ça, oui, scientifiquement, j'ai vu pas mal de choses qui font qu'on retrouve les traces d'un déluge. Mais pourquoi, j'ai envie de dire, les petits hommes s'en sortent et les géants sont balayés? C'est un peu incohérent dans ce déluge, non? Parce que ces géants, justement, dans la Bible, il est mentionné qu'ils étaient certainement les garants d'un certain savoir qui aurait été contre Dieu. Et c'est toute l'histoire de l'Atlantide qui aurait disparu donc en 1260 avant Jésus-Christ. Tout simplement parce que quand on parle c'est dans le Critias de Platon, il
il dit que ces géants avaient ont fait des choses, je ne me souviens plus de la phrase exacte en tout cas, mais dans le Critias, il mentionne bien que ces géants auraient fait des choses qui auraient déplu aux yeux de Dieu. En tout cas, Platon mentionne les sacrifices des premiers-nés, c'est-à-dire les premiers-nés pour les animaux. C'est-à-dire on pratiquait les sacrifices, les adorations, etc. Chez les Atlantes. Et il est possible que ces géants auraient été, quand on prend le livre de Baruch, c'est ce on lit des passages, enfin, un ou deux passages sur des géants qui auraient été détenteurs de grands savoirs. Et il est possible que les géants aient habité l'Atlantide. Par exemple, Platon parle de fossés dans le Critias qui étaient gigantesques. Hein. Et il parle aussi du roi Poséidon. Oui. Mais il ne dit pas que le roi Poséidon est un géant. Mais son petit-fils Alcinos est considéré comme un géant. Et donc on retrouve les géants avec l'Atlantide. Et il y a plusieurs sources aussi comme cela. Ils ont été balayés par un événement climatique de grande envergure, on va dire, tout à fait. Et leur civilisation se serait anéantie. Tout à fait. Et qu'est-ce qui serait passé? Parce que j'ai entendu, pareil, hein, je ne sais pas, il y a une version qui dit que après le déluge, certains membres ont survécu, et ils auraient reformé des communautés qui auraient été à la base de civilisation humaine. Alors c'est ce qu'on pense avec la région de l'Atlas dans le Maroc, ouais. Ou dans certains autres endroits, on va dire en Afrique, où on pense que voilà, il y aurait eu des géants qui se seraient échoués et qui auraient survécu comme cela à la disparition de l'Atlantide. Donc ils auraient fondé une autre civilisation avec ces humains-là. Une autre civilisation, c'est beaucoup dire, ouais, mais enfin, l'origine. On pense que les Incas seraient effectivement le savoir des Incas aurait été ceux des géants. Ils parlent de cité de géants chez les Incas, pareil, oui. dans nombreuses de leurs cités, ils appellent ça la cité des géants. Ça a été bâti par des géants, c'est ce qu'ils ont dit aux Espagnols. Tout à fait. Et même sur l'île de Pâques, on parle d'hommes à grande dimension. Et ce qui est marrant, c'est que les statues pasquanes, qui sont donc faites avec du basalte, même roches qu'on retrouve, quand on va sous l'eau, au large des Açores, on retrouve, d'après un ingénieur j'essaie d'être précis, un ingénieur en Pierre Deques, ingénieur en nucléaire, enfin, qui parle de roches basaltiques découvertes dans les fonds marins au large des Açores. Le problème, c'est que cette roche basaltique ne se forme qu'au contact de l'air. Et il dit qu'on retrouve les mêmes structures sous terre et sous-marine que les sites mégalithiques des Incas. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est que les statues moaï, dont la plus petite fait 14 tonnes, et dont on en retrouve, je crois, 1045 sur l'île de Pâques, d'après les derniers chiffres. Ces statues, dont on a découvert encore récemment qu'il y avait toute une partie sous la terre, ensevelies sous la terre, qui avaient des yeux, etc. sont construites avec de la roche basaltique, et c'est un archéologue, un certain Wilson, créationniste, qui dit qu'il aurait fallu à 6 hommes une année pour faire seulement la tête d'une statue. Donc il se pose le problème effectivement de la fabrication de la statue, puisque là encore une fois on voit, comme pour les sites mégalithiques, que ces statues échappent à nos connaissances actuelles. Et c'est exactement pareil avec les sites mégalithiques. Tiwanaku, qui ont été construits 10 siècles avant Jésus-Christ, qui est à, je crois, 3800 mètres d'altitude. En Bolivie. Avec, oui, exactement. La porte du soleil. Là, exactement, oui. La porte du soleil qui est à plus de 3 mètres. Plus de 3 mètres, qui pèse des tonnes et des tonnes. Avec des trilithes, enfin le trilithe. Oui. Et on retrouve là des pierres qui font, je dirais, des centaines de tonnes, avec plusieurs faces, c'est-à-dire 7-8 faces parfaitement imbriquées, comme si on avait coupé cette pierre dans du beurre.
Et on ne sait absolument pas comment ça a été fait. Et pour l'île de Pâques, quand on interroge la tradition orale pasquale, on nous raconte que les statues auraient été faites, donc ce sont des gens gigantesques qui les auraient fabriquées. C'est de grandes statures, et on constate effectivement la longueur des oreilles qui est assez importante sur ces statues. Elles sont toutes fabriquées de la même manière. On dit regarde vers le ciel, etc. Ou je ne sais quoi. Mais en le regard tourné vers l'intérieur en plus de l'île, je crois, pas vers la mer. C'est ça qui est assez bizarre. Oui. Regarde pas vers la mer, regarde l'intérieur. Il y a une constante comme celle-là, et elles ont des oreilles très importantes et un turban. Tout à fait. Et ce sont des signes qui appartenaient à la noblesse, effectivement, inca. Donc il y a tout un tas comme ça de réflexions, où aussi quand les linguistes se posent la question de savoir la véracité de l'Atlantide, tout simplement parce que il y a des noms de villages qui parlent qui s'appellent Aztlan en Amérique du Sud. Il y a plusieurs, on n'en finirait pas de décortiquer les... je crois que c'est dans un livre américain que j'ai recensé d'un certain Bauer, Landscape of the Inca, où il parle aussi de géants qui ont amené la civilisation. Et lui, c'est un archéologue. Je ne me souviens pas quelquefois de la totalité des noms, parce que c'est très riche. Je te confirme aussi que dans la tradition Punu en Afrique centrale, on parle aussi d'Atlante et d'Atlante qui serait venu apporter le savoir, etc. Donc voilà, la tradition Punu en Afrique centrale. Donc rien à voir avec les Incas, mais ils ont aussi une histoire qui se rejoint. Ça, on retrouve toujours les mêmes. On retrouve toujours, voilà. Comme on retrouve aussi des pyramides sous-marines, qui ont été enfouies par les eaux au large du Japon. Ah oui, à Yonaguni, oui. Voilà, ça, exactement. Ouais. C'est un archéologue qui mène des fouilles et qui parle d'un continent perdu. Géante aussi, on voit des choses assez saisissantes. C'est comme un peu aussi la ville de Göbekli Tepe en Turquie, où c'est incroyable. Alors, tu as invité Rock une fois. Oui, Rock Sucker, tout à fait. Et ça fera l'objet d'un article dans Top Secret Magazine. Oui. Donc là, il y a un article qui est sorti un dossier que j'ai fait sur les grottes gigantesques de Chine. Grotte de Xuan, au large de Shanghai, je crois que c'est plus de 100 km de Shanghai, où on ne connaît pas l'origine de ces grottes. Mais j'ai aussi, donc en préparation, l'article, le dossier est terminé, c'est un dossier volumineux, sur les cités souterraines, une surtout d'Irinkuyu, qui a ceci de particulier. Donc c'est en Turquie, c'est ce que tu dis. Alors là, ce ne sont pas des gens, parce que les galeries font 1m60, 1m70. Il y a plus de 20 étages, donc c'est une cité souterraine, qui ont été construites entre le 9e siècle et le 15e siècle avant Jésus-Christ. Il y a 20 étages sous terre, et ça va jusqu'à 80 mètres sous terre, avec des systèmes qui coupent le souffle des scientifiques actuels, des systèmes d'aération très complexes pour amener l'air jusqu'à 80 mètres sous terre. Et on pense qu'il y a 3000 km de galeries, et cette ville, donc cette cité souterraine, est reliée avec d'autres cités tout autour à 9 km, qui sont moins importantes, puisque Derinkuyu a une superficie de 4 km². Mais t'imagines, 20 étages, donc là aussi il y avait des connaissances 1000 ans avant Jésus-Christ. Et ce qui est très curieux, c'est que dans cette cité souterraine, qui pouvait abriter jusqu'à 100 000 personnes, où il y avait des étables, des choses comme ça. Oui, c'est ça. On pousse une porte de 80 tonnes avec le doigt, mais tellement c'est précis, quoi. Ce truc. C'est tout à fait étonnant. Et donc oui, ce qui est, c'est surprenant de remarquer tout ce savoir-faire. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand on réfléchit un peu, sur les écrits qui nous est laissés, déjà il n'y en a pas beaucoup, on ne trouve aucune trace, moi j'interprète pas, je constate à ce niveau-là, aucune trace de vêtements, alors qu'à Derinkuyu, la température aux alentours du système d'aération est entre 7 et 8 degrés, et puis un peu plus loin, elle est entre 13 et 15 degrés, c'est le maximum. C'est quand même pas très chaud.
sur 20 étages. Hein. Et encore, on dit qu'on n'aurait pas tout découvert, parce que ça a été découvert en 1963. Et on découvre une tombe avec un squelette, mais ce squelette a été enlevé pour être ensuite analysé, mais on n'a aucun résultat d'analyse. Et dans une autre cité souterraine en Turquie, donc plus petite, hein, on découvre 30 sarcophages, on va dire, et ils sont vides. Et en aucun cas on ne retrouve dans aucune cité souterraine, enfin mis à part Derin Kuyu, mais on n'a pas les résultats du squelette, on ne retrouve aucun squelette, aucun vêtement, rien, alors que ça pouvait contenir jusqu'à 100 000 personnes. Oui, voilà. Et je suis un peu dans cette optique de ce que j'ai retrouvé avec cette fameuse étude donc, de spéléologie en Équateur, dans les galeries Inca, où effectivement on mobilise des moyens financiers, des hommes, donc 2 armées on va dire, et on n'a rien trouvé, hein. Mais ils y sont restés plus d'1 an, quoi, avec un fric fou. Et là c'est un peu pareil, c'est-à-dire que quand tu regardes au final, on ne sait pas qui a construit, ça c'est la version officielle, mais on ne retrouve aucune trace. Sur 100 000 personnes, on pourrait retrouver au moins un vêtement, on pourrait trouver des ossements, on ne retrouve rien. C'est quand même curieux. Ouais, tu crois qu'ils ont caché, qu'ils ont rien retrouvé ou qu'il y a vraiment rien? C'est pas normal qu'on ne trouve rien. C'est vrai que c'est absolument... Et moi, ce que je constate ensuite, c'est sur les faits. Ouais. Je me base là sur les faits. Que, par exemple, juste que, comme ça, excuse-moi, je te coupe, mais par exemple, on retrouve un vêtement pour être daté précisément, peut-être. Ah, d'accord, je comprends mieux. D'accord. Et après, tu vas à Malte, il y a un hypogée donc de... J'oublie le nom, qui a été découvert par le père en 1902, Manuel, M-A-N-W-E-L, Manuel Magritte. Et là, il découvre 700 squelettes, ou peut-être plus. Alors, tout à fait par hasard, il découvre ça. Et le père Magritte décède quelques mois après sa découverte. Il est impossible, j'ai demandé même à des personnes, à des amis, s'ils pouvaient trouver la cause du décès du père Magritte. C'est impossible. Donc on est en 1902, par là, il décède en 1905, si j'ai bonne mémoire. Je ne sais pas de quoi il décède, en tout cas il trouve 700 squelettes, il découvre un peu une cité souterraine, avec des données qui sont très intéressantes, c'est-à-dire que dans cet hypogée, lorsqu'on se place, il y a 3 étages souterrains, lorsqu'on se place à certains endroits, avec une certaine fréquence, les sons inondent toute la cité souterraine. Donc on peut penser que ces gens avaient des connaissances en acoustique qui étaient très poussées. Et une fois, j'ai écouté sur France Inter, j'étais en voiture, quelqu'un qui disait qu'effectivement les grottes, c'est dire que les hommes préhistoriques n'étaient pas des idiots, avaient des connaissances de l'acoustique très poussées, puisque les grottes, les dessins étaient reproduits dans des endroits très précis qui correspondaient à des endroits, on va dire, où le son était de meilleure qualité. Enfin, voilà où j'en suis. Et après, je regarde encore une chose, c'est pour la découverte des grottes de Lascaux. Ouais. C'est le père Glory qui fait la découverte. Alors, il est complètement furieux parce qu'il se rend compte qu'on ne prend aucune protection. C'est-à-dire que les gens qui sont là pour déblayer ou autre, quand ils veulent uriner, ils ne le font pas dehors, mais dans la grotte. Enfin, bon, c'est le capharnaüm le plus total. Et lui constate effectivement que des dessins sont très perfectionnés. C'est ce que dit, mais il ne va pas plus loin, peut-être qu'il n'a pas osé d'être révisionniste. C'est un préhistorien qui s'appelle Jean-Claude, originaire de l'Ariège. Il dit 5% de l'art pariétal serait complètement irréproductible à l'heure actuelle, par les hommes actuels, parce qu'ils sont très perfectionnés sur des notions de perspective, de vitesse ou autre. C'est marrant, ça, ouais. Ah oui, non, mais je peux t'en raconter sur les carrières. Et le père Glory, il arrive une chose, ça on peut le constater, une chose tout à fait curieuse. Dans les années 1960, il fait une étude des grottes de Lascaux. Donc si tu veux, il doit avoir une notion, on va dire, biblique, pas très darwiniste, on va dire, des choses. Il fait des croquis, il est en furie contre les gens qui ne font que saccager, qui sont envoyés par le ministère de la Culture, etc. etc. Et il a un premier accident de voiture. Il a une convalescence qui dure plusieurs mois.
6 mois après sa convalescence, ou 6 mois ou 1 an, un autre accident de voiture, il en meurt. C'est quand même pas de chance. Hein. Et juste après son décès, sa maison est vandalisée, on emporte ses études. Alors si tu veux, je me retrouve avec Dirin Couillou, je me retrouve avec l'histoire du père Manuel Magritte pour l'hypogée de Malte, et puis je me retrouve avec le père Glory, qui a 2 accidents, le second est mortel, et puis après on prend ses études, les études qu'il avait archivées chez lui. Et on ne sait pas trop ce qu'elles sont devenues, bien sûr. Ouais, bien sûr. Ouais. C'est quand même un peu curieux. Il y a plusieurs cas comme cela. Alors pour les grottes, là où je voulais en revenir sur ça, c'est une étude qui a été faite, donc que je répertorie dans mon livre sur les géants. C'est un dessinateur qui a fait ça avec un préhistorien ou un archéologue. Ils ont fait un livre à 2. Et ils constatent qu'aucun, donc je cite, hein, encore une fois, ce sont des gens qui sont autorisés à parler, aucun des dessins dans les grottes n'est fait ou ne sont faits, aucun dessin n'est fait à l'entrée d'une grotte. Ils sont tous dans des endroits inaccessibles. Des endroits inaccessibles, des endroits obscurs. Oui, il n'y a pas de... Oui, ouais, d'accord, ouais. Et aucun à l'entrée d'une grotte. À l'entrée, et on le plus présente, évident. Tout à fait. Ouais. Et à côté de ça, il y a ce préhistorien ariégeois, donc Jean-Claude, qui nous dit, voilà, 5% de l'art pariétal ne pourrait pas être reproduit. Il va même à contresens quand il parle du silex. Il dit le silex n'a jamais permis de faire du feu, c'est une légende. Et c'est pour ça que moi, entre autres, j'explique que la préhistoire n'a jamais existé. C'est une lubie encore du darwinisme. Comme quoi, quand on remet en question le darwinisme, on se rend compte, une fois de plus, de l'étendue du mensonge. Parce que les gens pensent que Darwin, c'est seulement l'évolution des espèces, mais ça entraîne, ça impacte, on va dire, d'autres réflexions qui... C'est-à-dire que l'apparition de l'homme, alors c'est quoi? Il se passe quoi l'apparition de l'homme s'il n'y a pas la période préhistoire? L'homme, il est tout de suite évolué? C'est le miracle de la création. On en est effectivement, encore une fois, où cette Bible raconte des choses qui, 2000 ans avant, sur l'histoire du lièvre qui est ruminant, ou plein d'autres choses, sur je parlais de Job 40-15 avec le Behémoth. Il y a tout un tas comme ça de paramètres dont on se rend compte après, ou quand on fouille un peu, on se rend compte que le Behémoth, ça n'a pas l'air d'être une bêtise. Ça voudrait peut-être dire que ce qui est écrit dans la Bible peut être justement un peu plus intéressant qu'on ne le pense, et que ce livre n'est pas justement qu'une histoire de fable. Alors, ça voudrait dire que les géants, ils apparaissent avec les humains ou ils apparaissent séparément? Alors, ils apparaissent séparément, ils apparaissent avec les humains. L'homme de la création est l'homme de maintenant. On pense que l'homme de la création est un homme évolué. Tout simplement parce que dans Genèse 4, 4.15, je ne sais plus, Genèse 4 en tout cas, on parle d'hommes qui connaissent des instruments de musique perfectionnés à l'époque d'Adam et Ève, Genèse 4. Il s'agit du chalumeau, instrument de musique, le chalumeau, et de l'harpe. Je ne connais pas le chalumeau en plus. Non, ouais. C'est pas le chalumeau. Voilà ce qui est marqué dans la Bible, Genèse 4. Genèse 4, 15, en tout cas dans les... ça veut dire que l'homme du début était déjà un homme qui était connaisseur de certaines techniques. Je pourrais prendre aussi un astronome, qui est un astronome à Paris, qui s'appelle Christian Bisoir, qui n'a pas laissé d'écrit visiblement, qui a fait des CD, et qui s'est intéressé notamment au temple de Karnak et à d'autres temples, où il a remarqué que la disposition, encore une fois, c'est une personne qui est à l'Observatoire de Paris, qui est astronome, et qui constate que différentes constructions sont faites avec les dimensions de l'univers, mais des dimensions qui datent, des constructions qui datent du début de l'histoire de l'humanité. Tout cela démontre bien une chose. Si on prend Dirin Couillou, si on prend l'histoire des Incas, c'est que si on sort du clivage mensonger effectivement de Darwin, c'est que l'homme de la création était certainement beaucoup plus intelligent que l'homme d'aujourd'hui.